Donc, j'ai toujours aimé observer le ciel. J'ai toujours aimé le sentiment de vertige qui vient avec, de se sentir si petit dans l'immensité de l'univers. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on observe le ciel, la seule information qu'on peut obtenir des astres, c'est la lumière qu'ils nous envoient. La lumière, elle est composée de photons. Et le photon est le messager, le seul messager, on ne peut pas aller toucher les étoiles. Le photon est la seule information qu'on peut obtenir. Un instant. Oups, voilà. La lumière, le photon, voyage à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. Donc, pour vous donner un exemple, ça prend une seconde à la lumière pour faire le chemin de la Lune à la Terre. Un photon qui part de Mars doit voyager en moyenne une quinzaine de minutes avant d'atteindre la Terre. Pour Jupiter, planète un peu plus loin, c'est environ 45 minutes de voyage en moyenne. La première étoile qu'on va trouver en sortant du système solaire, l'étoile la plus proche de nous, elle est située à 4 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière prend 4 années à voyager. Un photon qui part de l'étoile va prendre 4 années à rejoindre la Terre. La galaxie d'Andromède, qui est une de nos plus proches voisines, elle est située à 2,2 millions d'années-lumière. Donc, la lumière a voyagé 2,2 millions d'années pour nous rejoindre. Quand on s'éloigne encore, on arrive à des plus grandes structures dans l'univers, des amas de galaxies. L'amas de galaxies qu'on voit là est situé entre 50 et 100 millions d'années-lumière. Donc imaginez les photons qu'on voit aujourd'hui de ces galaxies-là. Quand ils ont amorcé leur voyage, il y avait encore des dinosaures sur Terre. Et finalement, ici on voit une image, une des plus profondes jamais prise. Ça a été pris par le télescope Hubble. On voit dans cette image-là des galaxies qui sont situées à 13 milliards d'années-lumière. On les voit comme elles étaient il y a 13 milliards d'années. Ce sont les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang. Donc, la lumière est une formidable machine à voyager dans le temps. J'ai toujours été impressionné par la lumière, par l'astronomie, mais j'aimais beaucoup, quand j'étais petit, l'électronique, l'informatique et la photographie. J'ai beaucoup expérimenté avec un vieil appareil photo de mes parents pendant que ça fonctionnait encore avec des films. Et après un baccalauréat en génie électrique, j'ai eu envie de retourner à cette première passion qui était l'astrophysique. Donc, j'allais cogner à la porte de l'Université de Montréal, au département d'astrophysique, pour savoir si je pouvais continuer des études graduées après un baccalauréat en génie électrique. Et j'ai eu de la chance parce qu'on cherchait quelqu'un qui avait mon profil pour commencer à travailler sur un nouveau type de caméra. Alors, pendant ma maîtrise, j'ai eu la chance d'observer sur certains des plus grands télescopes du monde. Et j'ai été fasciné par le défi d'ingénierie qu'il représente. Les télescopes sont souvent construits sur le sommet des montagnes, des lieux quasi inaccessibles, même des fois c'est sur d'anciens volcans. Et certains télescopes sont situés si haut en altitude qu'on doit faire des paliers d'adaptation pour être capable d'aller observer. Pour vous donner un exemple de leur extrême précision, les télescopes souvent sont faits à partir d'un miroir. Ici, on voit, c'est un télescope. Le miroir fait 8 mètres de diamètre. Il est poli à la perfection. Pour vous donner un exemple, en fait, si on étendait le miroir entre Montréal et New York, la plus petite imperfection sur le miroir ferait seulement quelques millimètres. Donc, les télescopes sont des machines à collecter les photons d'une extrême précision. Ils vont prendre les photons qui arrivent des confins de l'espace, vont se refléter sur le miroir, ils vont être dirigés vers une caméra où la lumière va être accumulée et là, on va pouvoir l'étudier. Mais c'est souvent là où j'ai trouvé que les choses se gâtaient. Ça arrivait trop souvent que les photons qui frappaient la caméra, ils étaient perdus, tout simplement. Donc, si on regarde comment devrait se comporter une caméra parfaite, ben, quand il y a beaucoup de lumière, on devrait avoir une très belle image. Et au fur et à mesure où on diminue la quantité de lumière qui frappe la caméra, on se ramasse avec une image de plus en plus granuleuse, comme ça, jusqu'à finalement être formée par seulement des 0 et des 1. Donc,
0 étant un pixel de la caméra qui a vu aucune lumière, 0 photon. 1 étant un pixel de la caméra qui a vu un photon. Et vous remarquerez autour de la Lune ici, on voit encore, on peut encore avoir une idée que c'est la Lune qu'on voit, mais surtout autour, il n'y avait pas de lumière et la caméra n'a rien vu. Donc, quand il y a du noir, une caméra parfaite devrait voir rien. Mais souvent, ce qui arrive, il y a de la fausse lumière qui est générée par la caméra, ce qu'on appelle du bruit, qui va venir noyer le faible signal qu'on a reçu des astres. Et en fait, c'est un défi que je me suis lancé, de réussir à améliorer le sort de ces pauvres photons qui avaient voyagé si longtemps. Donc, j'ai étudié un peu de quoi était composée une caméra. On peut diviser ça en deux modules séparés. Le premier étant le détecteur, qui est un peu comme l'œil de la caméra. Et le deuxième étant composé de circuits électroniques, ce qu'on appelle le contrôleur, qui est un peu comme le cerveau de la caméra. Donc, le cerveau interprète ce que l'œil a vu. Les yeux qu'on a, les yeux électroniques qu'on a aujourd'hui, les détecteurs qu'on a, ils sont presque parfaits. Ils peuvent détecter 95% de la lumière qui leur tombe dessus. Il y a très peu d'optimisation qu'on peut faire de ce côté-là. Et en étudiant un peu plus, j'ai vu que la fausse lumière qui était générée, qu'on observait dans les images, c'était en fait le cerveau de la caméra qui pilotait mal l'œil et qui interprétait mal, en fait, ce que l'œil lui retournait. Donc, pour mon doctorat, je me suis lancé comme défi de refaire complètement l'électronique des caméras pour être capable de diminuer la quantité de fausse lumière qui était générée. C'est un défi risqué. Il n'y a rien qui me prouvait que ça pouvait fonctionner et on devait vraiment juste concevoir un nouveau contrôleur pour pouvoir tester les résultats. J'ai été chanceux, ça a bien fonctionné. J'ai réussi à diminuer d'un facteur 10 la quantité de fausse lumière générée par les caméras. Donc, de réussir à créer une caméra qui, dans les conditions de très faible lumière, se comportait comme une caméra parfaite. Du coup, ça en a fait la caméra la plus sensible au monde. C'était un peu obligé parce que simplement j'avais réussi à améliorer ce qui était déjà presque idéal. Mais ça a permis des belles applications. Pour tester la sensibilité de la caméra, je l'ai amené à l'Observatoire du Mont Mégantic et j'y ai fait des observations de galaxies dans des conditions de très très faible lumière. Donc ici, je vous montre en accéléré une observation d'environ 3 heures où la caméra accumule les photons un à un et crée une image. Donc on voit le centre de la galaxie qui est très lumineux, donc qui apparaît en premier. Et à mesure que le temps passe, on voit tranquillement se dessiner les régions périphériques de la galaxie, les régions où il y a moins de lumière. Après environ 3 heures d'observation, la caméra avait capturé 3 millions de photons provenant de la galaxie. Donc 3 millions, ça peut être un chiffre qui nous semble gros, mais pour vous donner un ordre de grandeur, si on considère une ampoule de 100 watts, qu'on a tout le monde dans nos maisons, l'ampoule de 100 watts va émettre 100 000 milliards de fois plus de lumière en une seconde que ce que la caméra avait pu voir de la galaxie en 3 heures. Donc c'est vraiment c'est l'ultime sensibilité. Et en fait, j'ai comparé les résultats de la nouvelle caméra par rapport à ce qui était le plus sensible à l'époque. Voici ce qu'on voyait avant et voici ce qu'on a réussi à voir sur le même télescope, le même instrument dans des conditions d'observation comparables. Avant à gauche, après à droite, c'est ça. J'ai pu mesurer que la caméra était 4 fois plus sensible, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir la même qualité d'image en 4 fois moins de temps. Donc, ce qui prenait 1 heure à obtenir avant prenait 15 minutes. Et quand on pense que souvent, le temps, une nuit sur un grand télescope peut coûter entre 35 et 50 000 dollars, d'être capable de faire la même chose en 4 fois moins de temps, ça a son intérêt. Les gens avec qui je travaillais à l'époque, les gens de la compagnie Photon, etc. à Montréal, m'ont convaincu que
Si la caméra pouvait être si bonne sur un télescope, elle pouvait l'être tout aussi avantageuse pour un microscope. Parce qu'en effet, pour la caméra, un photon, c'est un photon. Qu'il vienne d'une cellule qui est sous l'objectif du microscope ou qu'il vienne des confins de l'univers, c'est un photon équivalent. Elle ne fait pas d'agisme. Donc, si on reprend cette image de comparaison-là, c'est une galaxie qu'on voit présentement. Imaginez maintenant que c'est une cellule cancéreuse. Par laquelle des deux caméras est-ce que vous aimeriez le mieux être diagnostiqué? C'est la réflexion qui a mené à la création de NuVu Caméra, une compagnie que j'ai cofondée en 2010. Et on s'est donné comme mission de prendre la technologie développée pour l'astronomie et de l'amener vers le domaine biomédical. Donc, prendre la caméra développée pour les microscopes, le télescope, et de l'amener vers les microscopes. Une manière simple d'utiliser notre caméra, c'est simplement de prendre une caméra d'un système existant et de la remplacer. Donc, c'est ce qu'on a fait avec des chercheurs à McGill au laboratoire de microscopie confocale. Ils avaient un microscope et une caméra pour observer un atome, pas un atome, mais une molécule, une cellule de pollen. Et voici ce qu'ils voyaient avec leur ancienne caméra. Voici ce qu'on a réussi à obtenir avec la nôtre. Il y a certaines structures dans l'observation qu'on a fait avec notre caméra qu'on ne peut pas voir dans l'autre. Donc, le simple fait de changer de caméra permettait des nouvelles percées. Mais il y a mieux. Il y a des chercheurs à l'École polytechnique de Montréal qui ont refait complètement le microscope qui est utilisé par le chirurgien pendant les opérations au cancer du cerveau. Ils ont attaché notre caméra avec d'autres filtres spéciaux et ça permet aux chirurgiens de voir en temps réel là où se situent les cellules cancéreuses pendant l'opération. Donc, le chirurgien peut savoir quelles régions du cerveau sont saines, quelles régions du cerveau sont affectées par le cancer. Ce qui aide beaucoup à l'opération, ce qui diminue les chances de récidive. Donc, dans ce cas-ci, chaque photon est important parce que chaque photon provient d'une cellule cancéreuse et en fait, chaque photon peut sauver la vie du patient. D'autres applications, la compagnie Photon, etc., toujours à Montréal, qui conçoit des filtres spéciaux, a mis notre caméra derrière et on a fait un système pour être capable d'observer ce qui se passe dans le système nerveux, un système de neurones interconnectés. Le défi, là, c'est d'être capable de prendre des images très, très rapidement. La communication entre les neurones se fait très rapidement. Et donc, on a très peu de temps, enfin, il y a très peu de temps pour émettre de la lumière et donc très peu de temps pour la capter aussi. Donc, dans une application comme celle-là, où on est capable de mesurer l'efficacité de certains médicaments pour le traitement de certaines maladies du système nerveux, on ne pourrait pas avoir cette sensibilité-là si on n'avait pas une caméra qui est extrêmement sensible. Un autre exemple, au Japon, le Japon a investi des centaines de millions de dollars pour concevoir un laser à rayon X. On est habitué aux petits diodes laser qu'on utilise pour les présentations. Un laser à rayon X, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un bâtiment de 300 mètres de long pour être capable de le générer. Et avec ça, ils ont pu faire un microscope tellement puissant qui peut voir la matière à l'échelle de l'atome. On peut voir des atomes individuels. Et forcément, il y a très peu de lumière qui sort de ce microscope-là. Un atome tout seul ne peut pas émettre beaucoup de lumière. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de ce bâtiment de 300 mètres de long, ils ont mis notre caméra pour être capable de voir les résultats de leur super microscope. Mais malgré toutes ces applications très terre-à-terre, en tant qu'astrophysicien, je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'on est seul dans l'univers? En fait, j'imagine, tout le monde ici s'est déjà posé la question. Depuis 1995, on sait qu'il y a d'autres planètes autour de d'autres étoiles. En fait, il y en a même beaucoup. Et en 2008, il y a une équipe de l'Université de Montréal et de la Colombie-Britannique qui ont été les premiers à faire une photo d'un système solaire extrasolaire, donc d'un système planétaire extrasolaire.
Ça a été une grande première. C'est la première fois qu'on pouvait voir des planètes tourner autour d'une étoile autre que le Soleil. Et depuis ce temps-là, ben, c'est la course à toujours voir plus, toujours voir plus loin. Et maintenant, on essaie de trouver des planètes qui pourraient ressembler à la Terre autour d'étoiles qui pourraient ressembler au Soleil pour essayer de trouver des planètes qui pourraient y avoir la vie. Et la lumière qui nous provient de ces planètes-là, très loin autour de leur petit Soleil, c'est très très peu de lumière qui nous vient. C'est quelques photons par heure. Un photon par heure, essayez pas de le voir avec vos yeux, c'est impossible. Et donc, ça prend une caméra qui va être capable vraiment de discerner il y a de la lumière ou il n'y en a pas. Ça prend une caméra ultra sensible. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle notre technologie présentement est à l'étude par l'Agence spatiale canadienne et la NASA pour un instrument qui permettrait peut-être de voir l'équivalent de Terre autour de d'autres étoiles. Donc, j'ai toujours aimé observer le ciel, mais aujourd'hui, j'éprouve un vertige encore plus grand quand je le regarde, quand je pense qu'avec le même instrument, on est capable de sonder les confins de l'univers autant que les atomes, les cellules et la vie. Et en fait, avec notre caméra, je suis d'autant plus fier qu'on est peut-être capable de sauver des vies sur Terre et peut-être un jour être capable de trouver la vie ailleurs sur d'autres planètes. Je vous remercie.